Bonjour à tous. Dans ce reportage, nous allons parler de la colonisation. Quelles en sont les causes et les motivations? Tout d'abord, la colonisation, c'est lorsqu'un État s'est imposé sur un territoire et son peuple. Lors du XIXe siècle, Léopold II, donc le deuxième roi de Belgique, a conquis le Congo avec l'aide de Stanley, un explorateur. Mais comment cela est-il arrivé? Jolan Jamar va vous raconter l'historique de la colonisation. L'explorateur Henri Morton Stanley a exploré l'Afrique, et notamment le Congo. Léopold II a été fortement intéressé par ses recherches. Par la suite, il décida de s'approprier le Congo lors de la conférence de Berlin en 1884-1885, où les pays européens se sont réunis pour se partager l'Afrique. À ce moment-là, le Congo est devenu propriété privée de Léopold II. De 1885 à 1908, c'était la période léopoldienne, pendant laquelle le Congo était propriété privée de Léopold II. Durant cette période, le Congo est exploité. Des travaux forcés sont d'application, des terres sont confisquées et les coutumes indigènes ne sont pas respectées. Cependant, cette colonisation a eu des conséquences positives au niveau du commerce, des voies de communication, des luttes contre les maladies. Certaines dénonciations ont eu lieu en 1904 dues à une enquête sur la situation des Congolais qui étaient sous l'emprise de Léopold II. Cette enquête révéla les actes barbares tels que l'affaire des mains coupées. Cette affaire consiste à justifier l'utilisation d'une cartouche par le biais d'une main coupée. En 1908, le Congo devient une colonie belge et n'est plus propriété de Léopold II. Il fut appelé le Congo belge. Les exploitations des Congolais ont cessé et les violences envers les Congolais ont diminué. Mais ces violences ont refait surface peu de temps après. De nouvelles cultures se sont développées comme celle du coton, du palmier à huile et celle des EVA, arbres d'où provient le caoutchouc, ont recommencé. Le Congo belge a développé son économie grâce à ses exploitations de coton et de minerais. Le Congo est devenu une puissance économique qui, pendant les deux guerres mondiales, allait contribuer au salut de la Belgique, car le Congo l'approvisionnait en matières premières comme le caoutchouc. Par la suite, le Congo déclare son indépendance et devient libre, le 30 juin 1960. Le Congo belge devient la République du Congo. Voilà ce qui conclut l'histoire de la colonisation. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi vouloir coloniser le Congo? Quelles en étaient les motivations? C'est ce que Arthur Le Sueur va vous narrer maintenant. La colonisation fut motivée par divers objectifs. L'abolition de l'esclavage en 1885 est le premier objectif de la colonisation. Léopold II promet d'abolir l'esclavage mis en place par les Arabes, promesse faite aux grandes puissances européennes de l'époque, notamment l'Allemagne, l'Angleterre et la France, ce qui lui permet d'obtenir le territoire du Congo. En revanche, lors de l'exploitation du caoutchouc et autres ressources naturelles congolaises, il a mis en place une politique basée sur l'exploitation des populations considérées comme inférieures durant cette époque, afin d'y exploiter certaines ressources comme l'ivoire, le caoutchouc, le cuivre, le diamant et par la suite l'uranium, qui fut utilisé pour Hiroshima et Nagasaki, deux villes japonaises qui ont subi une attaque atomique américaine après la Seconde Guerre mondiale. L'argent récolté durant ces exploitations fut envoyé en Belgique, afin par exemple de construire le château de Laken, le cinquantenaire à Bruxelles et bien d'autres, ainsi que pour enrichir la Belgique grâce aux impôts prélevés aux Congolais et à l'allocation des terres de leur territoire à des entreprises privées. Dans les faits, Léopold II louait ces terres à des entreprises privées belges qui pouvaient alors exploiter les ressources et même les populations sur place. En échange, celles-ci devaient fournir un service public au Congo, comme la construction du chemin de fer. Cela prenait part au projet civilisateur de la population congolaise. La mission civilisatrice fait en sorte que les populations congolaises soient éduquées, civilisées et instruites, pour qu'ils soient à l'image des Européens qui, à l'époque, se considèrent comme supérieurs à toutes les autres civilisations. Les conséquences de cette mission civilisatrice ont été positives et négatives. Elle a contribué au développement d'un réseau médical et d'une infrastructure scolaire de base, ce qui a permis une hausse du niveau d'instruction et une amélioration de la santé de la population, et au développement des voies de communication, comme les routes et les chemins de fer.
Par contre, la mission a engendré une économie traditionnelle démantelée, afin de créer plus de mines et de grandes plantations pour la production destinée à l'exportation. Un dépouillement des matières premières appartenant aux indigènes, causant leur appauvrissement, et une exploitation des populations indigènes. Voilà ce qui conclut cette explication des motivations. Avec tout ce qu'on vient de vous dire, comment la colonisation a-t-elle été justifiée? Qu'est-ce qui l'a rendue légitime? Jolane Jamar va vous présenter les réponses à ces questions. Afin de justifier la colonisation du Congo, voire même de toute l'Afrique, de nombreuses actions ont été effectuées. Divers moyens ont été utilisés pour prouver cette légitimité. L'un de ces moyens est de montrer que la colonisation est un geste paternaliste. Dans tout le continent africain, les Européens font passer les Africains pour des enfants qui ont besoin d'adultes afin d'être éduqués, instruits, civilisés et remis vers ce qu'ils considèrent comme le droit chemin. Les Européens, colonisateurs, jouent ce rôle d'adulte. On utilise alors la propagande afin de faire circuler l'image et l'idée de l'Africain stéréotypé. Des affiches désignant l'Africain comme quelqu'un d'analphabète, de pauvre et de sauvage. Une preuve que les habitants du continent africain ont besoin de l'aide des Européens et que la colonisation est l'unique moyen pour eux d'être considérés comme des êtres humains. Puis le racisme s'applique de deux manières différentes afin de légitimer cette colonisation. Le racisme d'évolution et le racisme scientifique. Pour commencer, le racisme d'évolution consiste à ce qu'on associe l'Africain au singe. On démontre que l'Africain est plus proche du singe que de l'Européen, et du coup, qu'il est moins évolué. La colonisation est alors justifiée comme manière de faire évoluer les Africains. Le racisme scientifique sert d'appui au racisme d'évolution. Cette forme de racisme consiste à prouver scientifiquement que les Africains sont plus proches du singe et donc qu'ils sont inférieurs aux Européens. De nombreuses expériences ont été faites, notamment des mesures des crânes et des cerveaux. Le racisme scientifique va aussi créer une hiérarchie des races, dans laquelle le blanc est tout en haut. Enfin, il y a eu la présence des zoos humains. À la fin du 19e siècle, les Africains sont exhibés dans des zoos appelés villages nègres. Ces zoos humains ont fait partie d'une grande entreprise de propagande coloniale menée par les pays européens, dont on peut encore trouver les traces dans notre imaginaire collectif aujourd'hui. Toutes les grandes villes d'Europe exposaient des peuples présentés comme des sauvages, dans ces coutumes de pacotille et avec des bêtes sauvages. La population européenne soutiendra la colonisation, car suite à la propagande, beaucoup d'Européens pensent que l'Africain est sauvage et qu'il a besoin de l'homme blanc pour l'éduquer. La colonisation est, pour eux, le moyen de civiliser ces sauvages exhibés comme s'ils étaient des animaux qu'il fallait dresser à l'image de l'homme européen. En 1897, lors de la période léopoldienne, la Belgique organise une exposition internationale. Des villages congolais qui sont reconstitués et 267 Congolais sont amenés par bateau jusqu'en Belgique pour les occuper. C'est en 1958, au cours de l'exposition universelle de Bruxelles, que sera mis sur pied le dernier zoo humain de Belgique, qui commencera à faire polémique après que ces visiteurs se soient permis de lancer des bananes et des cacahuètes aux Congolais, preuve qu'ils sont représentés et considérés comme des animaux sauvages. Enfin, c'est sur ce sujet que nous terminons ce reportage. Merci d'avoir regardé et merci de nous avoir écoutés. Ce fut un plaisir de vous transmettre toutes ces informations, de vous instruire et de faire ce reportage. Encore une fois, merci et au revoir.